Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marhaba bikoum معنا dans le 12-13 de Média 24 en ce jeudi 26 février 2026. J'espère que vous passez un très bon mois de Ramadan. مع اللي قرب واللي عزاز عليكم. Et j'espère aussi que vous prenez du plaisir à nous regarder chaque semaine en compagnie de Aziz Bousta et de nos invités. Salut Aziz. Bonjour Adil. À suivre aujourd'hui une discussion à bâton rompu avec le tout nouveau président du Rassemblement national des indépendants. Moins d'un mois après son élection à la tête du RNI, Mohamed Chaouki est sur le plateau du 12-13. Alors qui est-il vraiment? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Quelle est sa doctrine économique, ses ambitions politiques? Et comment compte-t-il au fond gérer le parti avec quels moyens financiers aussi? Des questions que nous allons lui poser dans quelques instants. Nous recevrons ensuite un entrepreneur marocain qui a choisi la culture comme champ d'action et d'expression. Casablanca en jazz ou encore Casa Enfa Latina, c'est lui, à travers l'agence 7PM, dont il est le président. Moulay Ahmed Alami nous dira pourquoi il a choisi la culture pour faire du business, comment il réussit à monter un festival de A à Z, et peut-on vraiment parler d'une industrie culturelle rentable chez nous au Maroc? Enfin, nous retrouverons Aziz Bousta en fin d'émission pour sa chronique politique consacrée cette semaine aux tensions déjà visibles au sein de la majorité à 6 mois de législative. On en parlera également avec notre invité, notre principal invité du jour. Voilà donc le programme. On passe tout de suite au sujet à la une. Et il a été élu donc le 7 février 2026 à El Jadida lors d'un congrès extraordinaire. Il a recueilli près de 99% des voix exprimées car il était tout simplement le seul et unique candidat à la succession de Aziz Akhnouch. Mohamed Chaouki est donc le nouvel homme fort du RNI. Mais ce changement de profil nous interroge. Celui qui succède à Si Aziz reste encore relativement méconnu du grand public. Alors qui est vraiment Si Mohamed Chaouki? Comment compte-t-il diriger le RNI? Avec quels moyens? Pour quelles ambitions politiques? Et quels résultats économiques? Eh bien, on va en parler avec le principal intéressé qui est parmi nous, Si Mohamed Chaouki. Bonjour, on va avec Maana. Bonjour, c'est Adil. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. J'espère qu'on aura une discussion assez riche, tant sur le fond que la forme. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est votre vision et de la chose politique et de la chose économique, j'aimerais m'intéresser à l'homme que vous êtes. Parce que comme je l'ai dit en introduction, et ce n'est pas vous faire injure que de le dire, vous êtes relativement méconnu du grand public. Nous, on vous connaît parce qu'on suit l'actualité tous les jours. Mais alors, qui est Ce Mohamed Chaouki? Son parcours personnel, professionnel, avant qu'il se lance en politique? Alors d'abord, un enfant d'une famille de classe moyenne marocaine. Avant-dernier d'une fratrie de 4. Je suis un pur produit de l'école publique. Mon parcours académique m'a conduit à faire des études en finance et en droit des affaires. Alors, professionnel de l'investissement, du conseil financier, de la gestion d'actifs. J'ai passé 26 ans dans ce domaine, avec une carrière au Maroc comme à l'étranger. Donc justement, marocain du monde, j'ai passé 13 ans de ma carrière au Golfe, un grand sens de l'éthique, parce que j'ai toujours travaillé dans des environnements professionnels strictement régulés, travailleurs. Je valorise cette valeur sociétale qu'est le travail. Pour moi, la réussite, je pense que j'ai une modeste réussite, se fait avant tout par l'engagement et le travail. Passons maintenant aux politiques. Oui, pourquoi vous êtes engagé en politique? Alors, mon engagement politique n'est pas venu du jour au lendemain. Je suis né dans une famille politique où l'engagement envers le citoyen est une affaire quotidienne. Mon père a fait la chose publique pendant des décennies, député plusieurs fois, président de commune plusieurs fois. Et donc, chez nous, le débat général, l'intérêt public est une pratique quotidienne. J'ai une trajectoire de 9 ans au sein du RNI, marquée par l'écoute du citoyen, par le terrain. J'ai été premièrement coordinateur provincial, puis coordinateur d'une des régions les plus importantes dans l'échiquier politique marocain, député, président de la commission des finances, et puis président du premier groupe à la représentation nationale. Vous avez parlé d'un environnement politique dans lequel vous avez baigné et grandi. Vous avez au moins ça en commun avec Aziz Bousta.
Aziz, il est en face de toi, donc si tu as l'occasion de lui poser toutes les questions que tu veux. Et la dernière fois qu'on avait évoqué votre élection à la tête du RNI, on a justement évoqué votre parcours politique et cette transition du PAM au RNI, parce que vous n'avez pas évoqué Oui. les prémices ou les débuts politiques, que ce soit Alors, mes les siennes ou débuts, celles de votre père. alors, mes débuts politiques, comme chacun d'entre nous, se font par facilité ou par proximité. Bien entendu, mon papa était militant du PAM et j'ai passé une expérience, on va dire, de jeunesse avec le PAM. Après, Combien d'années vous êtes resté au PAM? je suis resté, on va dire, sporadiquement 2 ans et demi. Pourquoi vous avez quitté? D'abord, j'étais pas souvent au Maroc en cette période-là. Et puis, à un moment, la conviction politique se forme. Et donc, à un moment, ma conviction politique s'est formée et je me suis dit que l'environnement où je peux libérer mon énergie politique sera le RNI. Ceci dit, je suis fier de mon passage avec le PAM, qui est un parti respectable et respectueux. Aziz Bousta. Alors, oui, vous avez été au PAM. Bonjour, c'est Mohamed Chouki. Ben, on s'est pas dit bonjour. Aziz, tu évites toujours de. Ouais, Tu ouais, oublies ouais, toujours bien de. sûr. On rentre dans le vif du Bonjour, sujet. ben, bonjour. Bah, Aziz. rien ne Ça va, t'empêche plaisir. rien ne t'empêche de lui dire bonjour Allah maintenant. yabarak fik. Bah, quand tu fais le rapprochement entre Si Mohamed Chouki et moi, oui, effectivement, il était au PAM, il passe au RNI. J'étais au RNI avant de passer à l'Istiqlal et avant de quitter tout ça. Donc, ça arrive. Seulement, au niveau du RNI, j'avais absolument aucune. Je suis resté 2 mois, j'avais aucune responsabilité. D'après ce qui se dit, vous avez été candidat à la Oui. présidence de la jeunesse du PAM. Et donc, il y avait une carrière qui était en constitution, en devenir au niveau du PAM. Une fois que ça n'a pas marché, bon, bah, vous êtes repassé au RNI. Non, c'est aller vite à certaines conclusions. Non. Voilà, parce qu'il faut non, clarifier. ça n'a rien à voir avec ça. J'ai porté avec d'autres le projet de constitution de la jeunesse du PAM. Après, j'ai eu d'autres missions au PAM. Je fais du terrain, notamment à la circonscription de Boulmen. Et après, bon, j'ai même arrêté à un moment la politique. Et je vous dis, réellement, la conviction politique, j'ai eu la conviction que je dois faire de la politique dans un groupe qui m'est proche en termes d'idées, de valeurs, et c'était le RNI. Alors Tout aujourd'hui, simplement. aujourd'hui, effectivement, vous êtes le président du RNI. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de comprendre comment va se dérouler cette phase transitoire qui nous sépare des législatives. Si je permets, Aziz, avant la phase transitoire. Non, mais rapidement, je pose cette question et je donne la parole à Aziz. Vous êtes président du RNI. Aziz Akhnouch est toujours le chef du gouvernement. Et dans ce gouvernement, il y a des ministres RNistes. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez quelque forme d'autorité morale ou politique sur ces ministres? Et concrètement, comment vous allez gérer cette phase transitoire d'ici les législatives? Alors, avant de parler de ça, s'il vous plaît, permettez-moi de rendre un hommage appuyé à Aziz Akhnouch. Son engagement et les services qu'il a rendus au parti l'ont rendu aujourd'hui un acteur incontournable du paysage politique marocain. La transition que nous avons opérée, Aziz Bousta, est un message fort. Il y a ceux qui parlent de renouveau et ceux qui le font vivre. Aziz Akhnouch aurait pu facilement briguer un 3e mandat parce que tout simplement, les statuts internes lui permettaient. Mais il a refusé. C'était une décision difficile, mais réfléchie. Et d'ailleurs, Aziz l'a souligné dans l'une de ses précédentes chroniques, contrairement à d'autres leaders d'autres partis politiques qui ont soit modifié, soit bidouillé, entre guillemets, les statuts du parti pour rester en poste. Et ça, tu l'avais dit il y a 2 ou 3 semaines. Alors, je vais y arriver, pour faire des comparaisons. Alors, beaucoup de gens, je pense vous aussi, M. Bousta, vous en avez parlé, sur ce plateau peut-être, du candidat unique. Bon, ça dérange beaucoup de monde, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais il faut savoir que ce candidat unique est la résultante de longs débats internes, de consultations entre sages et d'appréciation des qualités et des critères pour un leadership assumé
pour les prochaines étapes. Parce que le RNI écoute le peuple, écoute les jeunes. Et puis, j'ai envie de dire que c'est bien plus qu'un honneur pour moi. C'est une vraie responsabilité pour arriver au ministre RNiste. Il s'agit d'une responsabilité importante à plusieurs degrés. En premier lieu, c'est une responsabilité qui m'engage personnellement comme tout autre chef de parti au Maroc qui se respecte vis-à-vis en premier de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, pour mener à bien la mission d'un parti politique au Maroc. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question qui est très simple? L'autorité morale et politique sur les ministres non, RNistes, en tant que laisse-moi président terminer. du Bien parti. sûr, il y a une autorité morale, politique. Il y a les décisions ou les messages politiques ou la déclinaison du programme politique qui se fait au bureau politique. Ces ministres sont membres du bureau politique. D'accord. Que le président du RNI préside, bien sûr. Je voudrais encore dire que la responsabilité aussi, c'est d'honorer ces partisans ou ces membres du parti qui m'ont fait confiance. Comment? D'abord pour garder l'élan organisationnel, pour rassembler, pour garder la cohésion interne et pour aussi assumer les choix de la sociodémocratie, de la bonne gouvernance et des bonnes instances. Allez, Bousta. Alors, je voudrais revenir, avant de parler des ministres à Aziz, je voulais parler d'abord de comment se fait-il que si Mohamed Chouki arrive à être président du RNI. Vous en aviez parlé, Oui. mais vous avez dit que c'était le fruit de longs débats internes, certainement. C'est le candidat unique. Bien que le candidat, Ça, c'est le candidat unique. Le candidat unique. Bien. Je parlais du Revenons à l'histoire de ce parti. Oui, Et bien posons sûr. la question de à quoi ça sert de militer au RNI. Alors, il y a eu ces Hamd Asman, Bien sûr. il y a eu Oui. ces Okasha, Allah yarhamou. Okasha n'a jamais été président du RNI. Monsieur Okasha, pardon, c'est Mansouri. Mustafa Mansouri, oui, bien C'est sûr. Mansouri. Donc, c'est la légitimité, si vous voulez, de la création et de l'histoire. Et puis, je termine ma question, si vous voulez bien, vous voyez où je veux en venir. Et puis, si Salah ad-Din Mzouar est arrivé, un peu de nulle part, puisqu'il est arrivé au RNI par le haut, et il est devenu ministre, il est devenu chef du parti. Et puis, si Aziz Akhnouch est arrivé, de nulle part aussi, parce qu'il était sorti, puis revenu, peu un peu au MP, peu un peu ailleurs, puis et puis il a fait ce qu'il avait à faire. On peut reparler du bilan de Aziz Akhnouch مرة أخرى. وجا السي محمد شوقي حتى هو كان في حزب اخر اللي جا ودخل المكتب، دخل ناضلتي ومارستي السياسه ودرتي Il faut le dire. وشغلتي مناصب. Il faut le dire. Il faut le dire. Il لاش faut dire. كيصلاح على هذا القبال هذا، لاش كيصلاح النضال في هذا الحزب هذا؟ فينا هو السي محمد وجار، فينا هو السي محمد السي رشيد طلبي، فينا هو السي مصطفى بيتاس، فينا هما هاد الطبقه الشابه اللي عاد جات ديال ياسمين المغوار ديال. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu le choix de si Mohamed Chouki? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Juste pour prolonger sa question, c'est vrai que c'est une image qui colle au parti. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette image que le parti essaie de... de 9 ans. Combien il faut attendre pour être à la tête d'un parti? Combien? Il y a une règle? Non, c'est pas une question d'attendre. Est-ce Qu'est-ce qu'il y a que une vous règle? apportez de plus? Non, c'est pas ça ce que vous avez dit à Aziz. Vous avez dit, c'est pas normal que vous n'ayez pas une légitimité historique. D'abord, c'est quoi une légitimité historique? Quantifiez-la moi. Il faut faire ses classes au sein du parti, dans les instances du parti. Je pense qu'en 9 ans, j'ai fait mes classes. J'ai fait quand même mes classes, j'ai eu des responsabilités, j'ai eu une trajectoire. Vous concernant, c'est indéniable, ce qui n'a pas toujours été le cas pour reprendre ce que très bien. disait Je parle de moi-même, ou en tout cas de la période que je connais, les périodes précédentes, les autres transitions, je ne les ai pas connues, donc je peux pas en parler. Maintenant, la deuxième partie de votre question, c'est que je ne suis pas l'illustre inconnu, comme il vous plaît de me qualifier de temps en temps. Au niveau du grand public. Au grand public. C'est vrai qu'il y a une nuance entre dire un illustre inconnu et méconnu du grand public. Alors, l'illustre inconnu, je ne suis pas l'illustre inconnu. Je suis actuellement, ou juste avant d'être président, le président du plus grand groupe parlementaire du Maroc. Et après, les gens disent c'est pas un poids lourd.
c'est quoi un poids lourd de la politique? Moi, ces notions, je ne les connais pas. Je pense que pour réussir une carrière, n'importe quelle carrière, 9 ans ou 10 ans, c'est déjà beaucoup de temps. En tout cas, pour les gens qui disent que je ne suis pas un poids lourd, je les rassure, je ne suis pas du tout un poids plume. Et donc, je compte mener ce parti avec un programme politique sérieux, responsable, au service du citoyen, et pour du renouveau et du changement, et pour les réformes nécessaires que Sa Majesté veut, et qui sont nécessaires pour le progrès et pour l'émergence de notre pays. Une dernière question sur cette phase transitoire, avant de vous interroger sur votre vision de l'économie. Et on en parlait avec Aziz en préparant cette émission. Il y a une question qui se pose. Je vais laisser Aziz la poser parce que c'est lui qui voulait poser cette question. C'est concernant la majorité gouvernementale aujourd'hui. Oui. Il y a une configuration assez particulière. Oui, Vous êtes le président du parti qui dirige cette coalition et d'un autre côté, il y a un chef du gouvernement qui est toujours en place. Oui. Aziz, ta question à Si Mohamed Chouki. Alors, j'en ai deux, si tu permets, à Adil, la deuxième, il y a le pacte de la majorité. Il y a que, rapidement, comment faire pour remplacer au sein du RNI, de conduire le RNI, comment faire pour remplacer Aziz Akhnouch et les moyens de Aziz Akhnouch. Non, ça, on va y venir. Le financement, on va y venir. Ah, le financement. Non, ça, on va y venir. C'est le troisième chapitre. Alors, on parlait de qui dirige aujourd'hui la majorité. Mais on a une structure. On va en parler. On va y consacrer. D'abord, pour le leader qui est Aziz. Pour les leaders qui est Aziz. C'est important de le dire. Aziz Akhnouch a été un vrai leader avec une grande aura parce qu'il a des capacités organisationnelles. Parce qu'il a des capacités à décliner une vision. Et il avait une vision stratégique pour instaurer de bonnes structures, une bonne gouvernance, une vraie organisation dans les territoires. Et ça, il l'a réussi. Je te passe à la question. Non. Laisse-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Après, c'est difficile de remplacer un tel leadership dominant. Mais en même temps, c'est facile parce que Aziz Akhnouch nous lègue un parti qui est bien structuré, une bonne machine, donc c'est facile d'aller de l'avant. Pour revenir à la majorité, bien sûr, c'est un cas spécial aujourd'hui. Mais moi, je pense, on va s'adapter, mais le président de la majorité, aujourd'hui, est le chef du gouvernement. Donc, Aziz Akhnouch, c'est toujours le chef de la majorité gouvernementale. Gouvernementale. Après, on a plusieurs instances. Plusieurs instances de majorité, la présidence parlement, des présidents de parlement, et, des groupes parlementaires, etc. Différents organes. Très bien. Alors, on va parler maintenant de votre vision de l'économie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur Média 24, on donne beaucoup d'importance au sujet économique, et puisque, in fine, tout est question d'argent, même les sujets éminemment politiques, au final, quand on creuse un petit peu, on finit par trouver des histoires d'argent. Alors, on va parler d'un domaine que vous connaissez très très bien, parce que vous êtes, vous l'avez dit, vous avez été président de la commission des finances à la Chambre des représentants, vous êtes un homme d'affaires, d'ailleurs vous êtes toujours PDG de AD Capital? Oui, président fondateur. Président fondateur. Petite question rapidement, entre parenthèses, est-ce que comme Aziz Akhnouch, si jamais lors des prochaines élections législatives vous arrivez en tête, et si par la conjonction Réponse claire. Oui. On respecte la loi. Oui. On respecte la loi et la réglementation en vigueur. Oui, donc vous allez vous mettre... On respecte la loi, tous les textes qu'il y a, et ce pays... Un ancien RNiste la semaine dernière disait que le business et la politique ne se marient pas. C'était Monsef Belkhiat. Vous souscrivez à cette question Quand on a l'ambition de développer un business, sur un programme de développement avec des programmes ambitieux de développement, je pense que ça ne se marie pas. Très bien. Alors, l'économie, c'est très vague. Maintenant, j'aimerais avoir votre vision, voilà ce que pense M. Mohamed Chouki sur certaines questions économiques. Alors, on va prendre des exemples très concrets, parce que si je vous donne la question qu'est-ce que vous pensez de l'économie marocaine, vous pouvez me donner une réponse bateau, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est de vous poser des questions précises. Par exemple, sur la création des emplois au Maroc. C'est un sujet que vous connaissez très très bien, et l'histoire récente nous a démontré que ce n'est jamais une bonne idée de promettre 1 million d'emplois sur 5 ans, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, la conjoncture est ce qu'elle est. Alors, de votre point de vue, compte tenu du contexte marocain, de la structure de l'économie, quel est le meilleur moyen
pour faire en sorte que les 200 000 nouvel entrants chaque année sur le marché du travail marocain puissent trouver un job? Alors, bon, premièrement, je vais vous dire que quand vous parlez d'économie, avant de parler d'emploi, il y a un mot qui me vient à l'esprit, souveraineté. Et donc, pour moi, le RNI doit continuer à défendre plusieurs souverainetés économiques. Alors, souveraineté industrielle pour le Made in Morocco, souveraineté alimentaire, c'est pour ça que, ou sécurité alimentaire, c'est pour ça qu'on doit consolider le secteur agroalimentaire, souveraineté énergétique, avec des sujets aujourd'hui de compétitivité de l'entreprise, de balance commerciale, parce qu'il faut qu'on fasse le bouclier quand même vis-à-vis d'importation de matières premières, souveraineté de la décision financière. Et je me réjouis comme vous, Adil, que le Maroc est aujourd'hui a récupéré son investment grade lors de ce mandat gouvernemental. Il est le deuxième meilleur rating de l'Afrique. Alors, pour parler de l'emploi, c'est... D'abord, je ne me réjouis pas, pour dire cash au début. Je ne me réjouis pas du tout, comme Aziz Arnouch, comme les membres du gouvernement, du taux de chômage actuel. Mais disons-le réellement aux Marocains. La destruction de l'emploi est arrivée essentiellement des emplois non rémunérés au monde rural. Au monde agricole, à cause de la sécheresse. D'accord. Donc ça, c'est établi. Je ne m'en réjouis pas du tout de ces chiffres. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce n'est jamais une bonne idée de promettre monde et merveille aux gens alors qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Très bien, très bien. Avec toute humilité, on peut dire que l'équation qu'on a établie au début, et d'ailleurs moi-même, je prônais, on peut revenir pour les hypothèses établies en 2021, on peut parler de la genèse aujourd'hui, compétitivité, production et investissement. Il faut mobiliser l'épargne nationale et le recapitaliser en investissement vers l'entreprise pour créer de l'emploi. C'est ça la règle. Il n'y a pas d'autre règle. Vous avez parlé tout à l'heure d'investissement. J'aimerais vous faire réagir à l'investissement privé au Maroc. Vous dites que vous vous réjouissez que le Maroc ait pu retrouver sa note souveraine en matière d'investissement. Non, mais ça, c'est pas l'investissement. Oui. Ça, c'est le rating du souverain, du papier souverain. Je sais, mais moi, j'aimerais vous poser une question subsidiaire concernant l'investissement privé. Aujourd'hui, l'objectif à travers la nouvelle charte de l'investissement, c'est de faire basculer la part de l'investissement privé de 1 tiers à 2 tiers. Bon, on constate qu'on a du mal à le faire. Déjà, on devrait atteindre l'équilibre 50-50% cette année, ce qui me semble assez compliqué. De votre point de vue, c'est quoi le problème? Pourquoi le secteur privé marocain n'arrive pas à suivre la cadence en matière d'investissement? À mon sens, d'abord, l'incitation de la TPME ou le Small Business Act a un peu tardé. Il faut en toute humilité le dire. Pourquoi il a tardé? Il a tardé parce que pour mettre un mécanisme qui englobe toute la TPME, qui passe de différents secteurs, c'était assez complexe. Et donc aujourd'hui, les effets de cette stimulation de l'économie par l'investissement privé va prendre du temps. Mais je me réjouis. J'étais dernièrement à Draa Tafilelt. Figurez-vous qu'il y a 1100 projets dans cette zone reculée du Maroc d'investissement privé qui arrivent après le décret des subventions pour la petite et moyenne entreprise. Donc les effets commencent à venir. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est les bonnes solutions. C'est la stimulation de l'investissement par les subventions, par les primes à l'investissement. Et donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu dommage pour ce gouvernement, parce que toutes ces réformes, et permettez-moi de les énumérer, il y a les réformes structurelles, je pense à l'administration, de la simplification. On n'a pas le temps de toutes les lister. Non, je vais lister quelques-unes. Des réformes de la justice qui ont été menées par brio, certes des fois impopulaires, mais essentielles.
les réformes économiques, je pense au tourisme, je pense justement, je le disais, à la charte de l'investissement et à toutes les réformes qui ont consolidé l'investissement, que ce soit industriel ou autre. Non, mais la réforme de l'investissement, je me permets de m'attarder là-dessus avant de donner la parole à Aziz. Elle est très intéressante et l'objectif est louable. Mais moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi on n'y arrive pas, on n'arrive pas Il faut du temps, il faut Oui, du mais- temps. Aujourd'hui, je vous donne un chiffre sur le financement d'investissement, sur le financement aux investisseurs. Or, auto-investissement, aujourd'hui, on ne fait à 96% pour le financement co-crédit. Donc aujourd'hui, l'investissement privé, disons qu'il est frais, il y a des sujets de transmission, il y a des sujets de succession, il y a des sujets d'administration aussi, il y a des sujets d'appréhension. Donc, il y a des sujets d'institutionnalisation. Le tissu industriel, le tissu économique aujourd'hui est composé de familles. Donc tous ces sujets, rassemblés font que l'investissement ou la volonté d'investir en tout cas tarde à venir. Aziz Boustan. Elle pourrait tarder à venir assez Chawki aussi pour la question de confiance. Il y a peut-être une question de confiance qui s'est posée. Je ne sais pas si on devait en parler, mais vous avez parlé de la réforme de la justice. Oui, effectivement, il y a eu des choses intéressantes qui ont été faites, des choses très intéressantes qui ont été faites certainement, mais il y a eu des scandales aussi. Par exemple, la loi sur le code de procédure pénale, avec quand un investisseur voit qu'on ne peut pas. Si Mohamed Chawki, je crois qu'on en a déjà parlé, vous et moi, quand un investisseur voit qu'on ne peut pas aller ester en justice contre un élu indélicat, bon, il se pose des questions. Voyez-vous, sur la corruption, il n'y a pas eu de véritable législation là-dessus. Sur l'enrichissement illicite, il n'y a rien eu. Alors que le Maroc s'est engagé au niveau de l'ONU à avoir un droit chez lui sur ça. Donc vous voyez que c'est une question de confiance peut-être. Après, vous avez parlé de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté énergétique. La souveraineté énergétique, je vous renvoie toujours à cette grande question de la Samir qui n'a toujours pas expliqué pendant 5 ans de gouvernement, 4 ans et demi de gouvernement RNI, parce qu'au moins il y a une majorité, il y a une alliance peut-être, mais c'est le RNI qui gère. Il se trouve que le chef du gouvernement connaît bien le secteur puisqu'il est lui-même pétrolier. Enfin, il a été dans une autre vie parce qu'il a fait de la politique entre-temps. Et vous avez la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, donc avec le chef du gouvernement, encore une fois, qui est resté 14 ans, 15 ans ministre de l'Agriculture, on ne peut pas dire que l'agriculture soit véritablement au beau fixe. Et non, il est au beau fixe. avec la... que quand, je veux dire un chiffre, après 7 ans de sécheresse, quand on voit la diminution de la valeur ajoutée agricole, elle est de combien? Elle est à peine de 2 chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'output. Et cet output, c'est le fruit de toute cette stratégie du plan Maroc vert qui aboutit finalement. Donc, si on n'avait pas ce plan Maroc vert, la valeur ajoutée agricole aurait pu diminuer de 50%, 60%, 70%. Vous me l'accordez ou pas? Je veux revenir sur la confiance. Oui, je suis d'accord avec vous. Je vous l'accorde. Il y a des sujets de justice, il y a des sujets de corruption, il y a d'autres sujets sociétals. Mais comment vous expliquez que l'épargne nationale augmente à 2 chiffres? Expliquez-moi ça. Il n'y a pas de confiance. Il y a aussi la confiance. Vous savez, si Chawki, Sa Majesté avait parlé du Maroc à 2 vitesses. J'ai l'impression que vous êtes dans l'une de ces 2 vitesses. Et toi, tu es dans l'autre? Sans jugement de valeur. Là, c'est un jugement de valeur. Sans jugement de valeur. Moi, je suis un député de la ruralité. Si vous m'interrompez tous les deux, J'ai l'impression. Je vous vois venir. Non. Parce que vous c'est parlez. pas parce que. Non, سمح لي. C'est un amalgame. لا فهمتك. C'est un amalgame. لا هذا amalgame. لا عرفتك فين ماشي. شوف. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on connaît des sujets, on est à même de parler de sujets économiques ou financiers, qu'on connaît pas le Maroc profond. Je suis un député de la ruralité. Député de Boulmen. Je suis député de Boulmen, dans une région très précaire. Donc le Maroc à 2 vitesses, je le connais. Et je milite tous les jours, pour qu'on arrête ce Maroc à 2 vitesses. S'il y a que des gens
j'ai envie de leur dire, s'il y a des gens qui prétendent à diriger ce pays, Welekin, pour taper sur Aziz Arnouch ou son gouvernement ou sur le RNI, il faut pas, s'ils veulent taper sur ces gens-là, il faut pas minimiser les succès de cette nation. Parce qu'il y en a. Je veux juste. On tape sur personne. C'est pas vous, c'est pas vous. Non, non, ça m'intéresse. Non, c'est très intéressant. L'erreur C'est qui pas est vous. commise, c'est que quand on critique, on tape Aziz, exactement, on Mais critique. c'est pas vous, je parlais pas de vous, c'est Aziz. Je parlais en général. On doit être fier de ce qu'on a réalisé. On est d'accord. En toute humilité, notre gouvernement dit qu'il y a encore des choses à faire. Mais il faut qu'on voit que ce qui a été fait sous toute l'ère du règne de Sa Majesté Allons-y clairement, ce qui a été fait dans ce pays de grand et de beau ne dépend pas des gouvernements. Il y a une stabilité, il y a une continuité de la politique avec la monarchie. bien entendu. Et donc, il y a eu des Mais il y a des décisions qui ont choses- été prises en Conseil des ministres qui dépassent et outrepassent les vies. Rien parce que t'as froid là. Non, on est d'accord. Non, non, je laisse pas ça passer, Oui. s'il vous plaît. Répondez, mais je veux revenir sur cette question des deux Je suis vitesses. d'accord, on est d'accord. Walakin, là où on n'est pas d'accord, il faut une bonne exécution. Il faut des arbitrages. Il faut trancher. Il faut mobiliser les moyens pour décliner la vision de Sa Majesté. Je m'arrête là. Non, je veux juste revenir sur la remarque que Aziz a faite sur ce Maroc à deux vitesses, et il vous a catégorisé spontanément, instinctivement. Dans On est d'accord. Non, mais C'est pour ça que je l'ai arrêté. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Il fallait peut-être me laisser terminer mon idée, mais ça aurait été une bonne Non, mais chose. justement, Enfin, bon, Justement, je te redonne la parole pour pouvoir t'exprimer et poursuivre ton explication. Pourquoi automatiquement tu as classé c'est Mohamed Chouki dans un des deux mondes du Maroc à deux vitesses? on aurait gagné du temps tant qu'il veut économiser du temps en me laissant terminer directement. Je reprends. Pardon. Il me semble que vous êtes donc dans une des vitesses avec les chiffres. Et c'est là où je voulais en arriver. Depuis 5 ans, c'est les millions et les milliards. Avec le gouvernement RNI, c'est les millions et les milliards. C'est une sorte d'autosatisfaction. C'est une sorte. Vous avez dit tout à l'heure, pour justifier le chômage, pour expliquer le chômage, c'est les emplois ruraux. Une grande partie des emplois ruraux. Vous me l'accordez. Bien entendu, bien Merci. entendu. Nous avons eu un certain nombre de problèmes au niveau. Il y a eu la sécheresse. Très bien. La sécheresse. D'accord. ولكن dire que nous allons bien et que les chiffres, en fait, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, il y a un Maroc qui est en peine. Vous êtes élu de Boulmen. Boulmen n'est pas la région la plus pauvre du Maroc. C'est une des régions les plus pauvres. En matière d'agriculture aussi. Je crois qu'il parlait en matière de PIB par habitant. Non, je parle Non, on parle du d'agriculture. PIB. Je par parle habitant. d'agriculture, C'est une des régions. Allez-y. C'est pas la région la plus catastrophée, mais quand on va faire un tour, et vous l'avez fait, je ne conteste pas le fait que vous connaissez ce pays mieux que moi. Walakin, vous n'en parlez pas beaucoup, vous parlez toujours de vos réalisations, et ce sont les millions, et ce sont les milliards, et nous avons réalisé, et nous avons créé, et nous avons fait. Mais il y a une réalité, ce qui a fait que le chef de l'État a parlé de deux vitesses. Bien sûr. La deuxième vitesse, bien sûr, elle lâche bien en sûr. 5 ans. Comment on peut Bien l'expliquer? sûr. Non. De Mohamed Chouki. D'abord, le Maroc à deux vitesses, c'est pas la résultante de l'action gouvernementale de ce gouvernement. Ça vient de plusieurs décennies de gestion de la chose publique. Maintenant, Le RNI était membre du gouvernement depuis bien plusieurs sûr, décennies. bien sûr, on veut pas donner. Ce que je veux dire, nous, on est fiers, et permettez-nous d'être fiers de certaines réalisations. Et on pense qu'on est sur le bon chemin. Est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'on a répondu à nos propres ambitions? Est-ce qu'on a répondu à toutes les aspirations qui se régénèrent des Marocains? Non, bien sûr que non. Mais on y travaille tous les jours. Le gouvernement, il travaille tous les jours. Donc on n'est pas... Les chiffres sont là, ils attestent d'une croissance. On va atteindre les 5% cette année. Et d'ailleurs, ce gouvernement a promis 4%, on est en train de les faire. Sinon, de s'approcher vraiment des 4%. Alors, cette année, elle est un peu exceptionnelle parce qu'on a eu une pluviométrie, alhamdoulilah. On ne parle pas. Et vous savez très bien que la croissance économique, elle est tributaire de la pluviométrie. S'il vous plaît. Nous, ce que je dis, il estime 4,6 pour 2026. Oui. Et donc, on va être à 3,74 de moyenne sur cette année. Si c'est plus que ça, tant mieux, on va s'approcher réellement de l'objectif. En comparaison avec des gouvernements comme le précédent, qui a promis 5%, il était à 3,60. Donc, il avait 1,4
de différence. Hadi, elle le me temps- dérange, le gouvernement Pardon, précise. le temps passe très très vite. J'ai plein de questions à vous poser. Je vais vous demander un exercice un peu compliqué. Je vais vous poser des questions précises et je veux une réponse simple, oui ou non. Comme ça, on peut passer au dernier chapitre. D'accord, ok. Par exemple, sur la décompensation du gaz butane. On est toujours dans le chapitre de votre vision et de l'économie. C'est un sujet qui a fait tant parler à chaque préparation de la loi de finances. On reparle de ce sujet de la décompensation du gaz butane. D'aucuns diront que c'est nécessaire, mais ça reste une mesure impopulaire. Si Mohamed Chouki, vous êtes favorable Favorable. Favorable à la Favorable. Très bien. D'ailleurs, la réforme, Oui. la réforme qui émane des assises de la fiscalité veut qu'on décompense le gaz Avec butane. quel garde-fou pour permettre aux Bon, après, défavorisés de pouvoir après, continuer à pouvoir acheter leur il y a bouteille de gaz l'aide sociale directe. Mm. Il y a tous les résultats du dialogue social. Mm. Donc, tout ça favorise un bon pouvoir d'achat. Ceci dit, il faut garder les garde-fous et il faut fine-tuner ces systèmes de protection sociale avant même de... Mais je suis favorable. Très bien. Un autre sujet qui a fait tant parler au Parlement et j'imagine même au niveau de la commission que vous présidiez, c'est les financements innovants. Vous Oui. êtes favorable à ce mécanisme? Favorable. Il faut le renforcer davantage? Il faut trouver... Alors, les financements innovants au Maroc, l'exercice qu'on a fait, c'est juste sur les biens immeubles de l'État, ce qu'on a fait. Et c'est ce qui est le plus médiatisé. Maintenant, il y a d'autres outils de partenariat public-privé renforcés. Et je donne un exemple, on n'en parle pas beaucoup, c'est le financement des marchés publics par des émissions obligataires. C'est le cas de ce qu'on fait au port de Dakhla. Donc les mécanismes innovants, c'est pas juste ces sortes de leaseback de biens immeubles de l'État. Non, il y a d'autres façons qu'on doit aller chercher. Le discours qui prédominait au Parlement, notamment de l'opposition et du PJD en l'occurrence, il me semble, c'est tout simple. Hein, c'est comment ils ont présenté la chose. C'est l'État est en train de vendre ses biens. C'est ce que vous avez entendu et qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Outrance et mensonges. Très bien. Le SMIC, il faut l'augmenter ou pas? Oui. De combien? Difficile de dire non. Difficile de dire non. Hein. Oui, à 6 mois des élections, oui, difficile de dire non. Oui, il faut l'augmenter, mais il faut avoir les moyens pour garder. S'il y a quelque chose qu'on a réussi, c'est qu'on a des finances publiques saines, qu'on a des indicateurs macroéconomiques au vert, on a un déficit maîtrisé, on a un endettement qui baisse, on ne doit pas faire de dérapage, mais on est pour le dialogue social, on est pour la promotion du pouvoir d'achat. Et en parlant de dialogue social, ce sera le dernier point avant de passer au dernier chapitre, la tant attendue et redoutée réforme des retraites. Est-ce que vous êtes favorable au report de l'âge légal de départ à la retraite? Écoutez, j'ai pas d'idée tranchée sur ça, parce qu'il faut attendre le travail des commissions techniques, des commissions qui vont vraiment mettre l'impact financier et social sur une telle réforme. Très bien. Ou une telle mesure précise. Très bien. Je peux vous aider, j'ai 62 ans, c'est bien de travailler à 62 ans, je vous assure. Il y a certains métiers qui sont beaucoup moins contraignants. Oui, bien sûr. C'est le boulot du législateur. Et le tien en fait partie. Et dernier chapitre, on va parler de gouvernance et de financement. Aziz Bousta avec Mohamed Chouki. 6 mois à peu près nous séparent maintenant des prochaines échéances électorales, les législatives de septembre. Vous avez la lourde tâche de maintenir le RNI en tête de l'échiquier politique marocain. Cela suppose donc une machine électorale bien huilée, bien rodée, avec un financement quasi illimité. Aïssa Khnouch était c'est moi qui le dis. Aïssa Khnouch était l'architecte de la machine électorale en 2021, qui a réussi donc. Ma question est la suivante, très simple. Comment vous comptez réitérer l'exploit de 2021 et surtout avec quels moyens financiers? Alors, d'abord, les échéances électorales ne nécessitent pas que des ressources financières. Ressources humaines, ressources organisationnelles et bien sûr des ressources financières. Une campagne, ça coûte de l'argent, vous savez très bien. Oui. Alors, mais d'abord, il faut avoir les prérequis. Donc, il faut avoir et on a une structure organisationnelle au territoire. On a un siège central et des sièges régionaux qui fonctionnent, opérationnels, qui vivent, contrairement à d'autres corées politiques. On a finalement une planification anticipée de nos activités, que ce soit les échéances électorales, l'animation territoriale ou bien le financement des activités des organisations parallèles telles que la jeunesse, la femme
ou les médecins, ou Mm. RNistes. Donc voilà. Ça, c'est sûr. Ça- Le financement. Mais ça, je dis, il y a une planification budgétaire qui est là. On sait aujourd'hui comment on va aller, comment on va animer le territoire, comment on va financer les élections électorales, les échéances électorales, et comment on va financer les activités des organisations Je vais parallèles. vous reposer la Alors, question là, autrement et plus simplement. D'accord. Ce qu'on dit et ce qu'on entend, et vous l'avez sans doute entendu vous aussi, c'est que le départ de Aziz Akhdouche est synonyme également du départ de ses moyens financiers. Qu'avez-vous à répondre à cela? Je ne sais pas comment vous faites cette... C'est pas moi qui l'a fait, mais c'est un discours que j'entends. Bah, écoutez, ce discours est faux. Euh, je vais parler ou je vais m'attarder un peu sur le financement d'un parti politique comme le RNI. Le parti est financé d'abord par les contributions de l'État, par ses fonds propres et par la contribution de ses adhérents. Députés, Les présidents. adhérents assez choqués, le RNI, est-ce que vous avez le chiffre J'ai le chiffre. d'adhérents à jour de leur cotisation? À jour de leur cotisation, j'ai pas le chiffre. Des Mais... adhérents sans être à jour de leur cotisation? Non, mais j'ai pas les chiffres exacts. Mm. Nous, on est 200 000 avec 200 000 adhérents. 200 000 adhérents avec une obligation de contribution pour les députés, pour les présidents de région, pour les présidents de communes. Donc aujourd'hui, on a des contributions ad hoc qui viennent et donc c'est pas et elles sont multiples. Elles sont multiples. Donc je ne pense pas que ce que vous venez de dire soit exact pour Très bien, ça ne correspond pas à la réalité selon ça vous. correspond Très pas, bien, ça ok. correspondrait pas à la réalité. Une question sur la gouvernance, avant de donner la parole à D'accord. Aziz Bousta. Moi, j'ai remarqué pendant le congrès qui a vu votre élection à la tête du parti, d'ailleurs félicitations pour cette élection, on ne vous l'a pas dit en préambule de cette émission, j'ai remarqué tout de même une chose qui m'a un petit peu intrigué. On a un changement de président, mais toutes les autres instances restent en place. Comment vous l'expliquez? Pourquoi? Non, mais je vais vous expliquer très rapidement. Alors, Extraordinaire. c'est un congrès extraordinaire pour lequel on allait vers donner l'option à Aziz Akhdouche de continuer. Et lui, son choix était de ne pas continuer. Donc, on s'est retrouvé entre le choix, soit aller attendre un congrès ou appeler un congrès ordinaire, ou bien faire le congrès extraordinaire. On n'avait pas les délais nécessaires pour faire un congrès national, donc on est parti pour prolonger les autres instances sur ce congrès extraordinaire. Rien de... Très bien. Rien de... Question simple, réponse Question claire et simple. d'agenda. Aziz Bousta. Alors, Sur la gouvernance et le financement du parti. alors, sur le financement, c'est Mohamed Chouki a répondu, parce que ce qu'on dit sur le financement par Aziz Akhdouche, etc., c'est une perception, ce n'est pas une information, il n'y a pas d'information sur ça. Mais il y a une perception forte, disons qu'il y a des moyens que ce parti-là, parce qu'on parle aussi à d'autres partis, des compétiteurs, des concurrents, des alliés, qui ont eux des informations que nous n'avons pas, il y a quand même beaucoup plus d'argent. Alors, pardon. Beaucoup plus, merci, beaucoup plus d'argent dont disposait le RNI sous Akhdouche que les autres partis. Donc, à la limite, l'argent, c'est un peu délicat. On va pas rentrer pour la gouvernance et la structure. Je connais bien ce parti, le RNI, et j'ai suivi vos différentes tournées dans le temps, quand on m'invitait encore. Et j'ai parlé à pas mal de personnes de votre jeunesse. Ce sont des coquilles vides. Excusez-moi de vous le dire aussi brutalement, mais quand on fait le tour et quand on parle à vos jeunes, خلي ياسمين المغوار، خلي يوسف شيري، خلي الحسن السعدي، خلي هاد الناس هادو كلهم اللي هما باينين. La plupart, et on leur parlait, et on se rend compte qu'il n'y a pas véritablement d'idéologie à défendre. Vous allez partir au PPS, c'est des jeunes, on va partir au PPS, on va vous dire quelque chose qui ressemble plus ou moins à la gauche, puisque le communisme n'existe plus. Vous allez partir à l'Istiqlal, on va parler de quelque chose qui ressemble à l'égalitarisme, parce que c'est pas véritablement défini. Vous allez partir au PJD, et vont vous parler de ce que vous savez. Mais quand vous allez être le RNI, oui. On dit la social-démocratie, mais il n'y a pas de véritable idéologie, et donc ça ne se retrouve pas dans les différentes structures de votre gouvernance. En somme, quel est le socle idéologique du parti? C'est la social-démocratie, mais vous savez quoi, Aziz Bousta, je vais vous inviter à la prochaine Université des Jeunes. Marhaba. Donc, en septembre, après, vous faites non, on va le faire avant les élections, Inch'Allah. Vous allez voir
la qualité du débat. Peut-être que vous avez rencontré des jeunes en herbe qui sont en train d'apprendre, mais croyez-moi, le RNI dispose de jeunes de très 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 bonne formation et des très très bonnes idées, qui ont des très bonnes idées politiques et qui ont un ancrage sociodémocrate. Donc vraiment, non, je pense que permettez-le-moi, c'est un jugement de valeur. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Tu verras de tes propres yeux. Dernière question. Nous sommes à 6 mois maintenant des législatives. Oui. Comment vous appréhendez cette échéance électorale? Quelles sont vos ambitions pour ce scrutin? Alors, c'est une mission, comme j'ai dit, difficile et facile en même temps. Facile, je commence par la facilité parce qu'on a les structures on a 10 000 conseillers communaux, on a à peu près 500 présidents de communes. Donc on va s'appuyer sur ces élus pour aller faire une bonne couverture dans nos circonscriptions électorales et aller briguer et jouer les premiers rôles de ce scrutin à suffrage universel. Ça, c'est la réponse politiquement correcte. Quelle est votre ambition personnelle pour ce scrutin? L'ambition, c'est l'ambition personnelle, c'est d'arriver en première place, bien sûr. Très bien. Et c'est un défi que je vais relever, que je vais essayer de relever avec sérieux, travail et responsabilité. Donc voilà. Merci, c'est Mohamed Chouki, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview sur Média 24. Aïs Bousta, lui, va rester à mes côtés pour la suite de cette émission. On se retrouve juste après pour la suite. À tout de suite. La suite du 12-13 sur Média 24, quand on parle d'industrie, on pense souvent à la mécanique, aux chaînes de production, à la logistique, au transport, voire à l'export. Mais il y a une industrie bien moins bruyante, mais tout aussi impactante, celle de la culture. Une industrie qui ne produit ni voiture ni avion, certes, mais qui produit de l'image, du rayonnement, de l'émotion, et parfois même de la rentabilité économique. Et cette industrie culturelle, au Maroc en tout cas, repose essentiellement sur les festivals de musique, parmi lesquels le fameux Jazzablanca, qui vient de dévoiler d'ailleurs les têtes d'affiche de sa 19e édition, Robbie Williams pour la première fois en Afrique du Nord, Scorpions pour leurs 60 ans de carrière, Mika, Charlotte Cardin, Juanes, entre autres. Au-delà des stars et des mélodies, il y a des questions simples. Comment on construit un festival international de A à Z au Maroc? Pourquoi devient-on entrepreneur culturel et peut-on faire de la culture un business viable et rentable? Eh bien, nous allons en parler avec un entrepreneur culturel à la tête de plusieurs festivals au Maroc, Moulay Ahmed Al-Alami, est l'invité de Média 24. C'est Moulay Ahmed Al-Alami, bonjour. Merci Adil. Avec moi sur Média 24. C'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé de vous accueillir. Avec Aziz Bousta qui va nous accompagner effectivement dans cette discussion. Là. On va parler de ce que vous faites au quotidien, à savoir organiser des festivals de renommée mondiale. Et il faut le dire aujourd'hui, quand on pense à un festival comme le Jazzablanca avec les têtes d'affiche qui sont présentes chaque année, c'est vrai que ça fait plaisir de voir effectivement qu'on a des festivals qui attirent des grands noms de la musique. Mais avant de parler de cela, moi ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'homme que vous êtes. Derrière le festival, il y a un homme, il s'appelle Moulay Ahmed Al-Alami, et Moulay Ahmed Al-Alami, à un moment donné, il s'est dit, tiens, pourquoi pas entreprendre dans le domaine de la culture? Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on devient un entrepreneur culturel et comment on se dit, et pourquoi d'ailleurs on se dit, et tiens, et si je me lançais là-dedans, peut-être qu'il y a moyen de se faire un petit business, c'est bien rentable.
Alors, je sais que généralement, on ne vous invite pas pour parler business, mais je vais faire autrement que lors des précédentes interventions publiques Non, que vous c'est avez toujours eues. très intéressant. Est-ce qu'un entrepreneur vit que pour la rentabilité? C'est la question dans la façon dont elle est posée. Oui, la réponse est oui. C'est-à-dire que notre métier, et je pense qu'être entrepreneur culturel, c'est avant tout allier la passion, Oui. mener une direction artistique, avec une exigence organisationnelle et une exigence financière, une maîtrise des budgets, etc. Et le tout fait qu'on est entrepreneur culturel dans l'objectif de la pérennité. Le modèle habituel au Maroc, c'était un modèle plutôt associatif. Moi, quand j'ai fait ce choix en 2013, c'était d'en faire une exigence et une envie d'en vivre au quotidien, d'en vivre. Après, est-ce qu'on devient riche ou pas, j'allais dire, c'était secondaire à ce moment-là. C'était vraiment de se dire, j'étais banquier, j'étais dans la presse, et je sentais, parce que j'avais jamais rien organisé à ce moment-là, je sentais que je pouvais avoir une valeur ajoutée dans ce secteur-là. Et c'est très important parce que dans nos métiers, c'est des métiers très durs, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et si la passion n'est pas là, tu peux rien faire. Donc la première des choses, c'est d'abord voir qu'on peut être utile à un secteur, qu'on peut avoir une différenciation. Quand vous regardez, je suis sûr que vous avez reçu plein d'entrepreneurs tech ces derniers temps. Oui. La première chose, c'est quoi la différenciation de ton produit par rapport à un autre. Et donc, ce que je voyais ne me satisfaisait pas au Maroc. Moi, en tant que personne, en tant que citoyen kazaoui, ce que je voyais à Casa ne me satisfaisait pas. Ça, c'était au début des années 2010. 2013. L'offre 2013. L'offre culturelle, artistique ou celle des festivals en tout cas, ne correspondait pas à. Il y avait un manque à combler. Il y a le festival, donc il y a la musique Gnawa, il y a la musique pop pour Mawazine, il y a la musique sacrée Afas, il y a d'autres musiques, des mousses un peu partout, et ça manquait, peut-être le jazz manquait. C'est pour ça que tu as voulu rentrer dedans. Mais c'est pas que le jazz, c'est ce que je dis, c'est que c'est pas qu'une dimension concert, c'est une dimension expérientielle. Pour moi, un festival, c'est avant tout une expérience que les gens viennent vivre. Si on a des gens qui reviennent chaque année dans des festivals, c'est pas uniquement parce qu'il y a un line-up, il y a un line-up d'une certaine exigence et qui fait que c'est un festival international. Moi, je me suis basé sur Montreux en regardant des légendes de Montreux. Je me disais, ouais, c'est extraordinaire. Si on avait ça ici, ça serait énorme. Mais il y avait aussi Montreux. C'était pas qu'une série de concerts, c'est toute l'expérience au bord du lac Léman. C'est extraordinaire. Et il y a deux festivals au Maroc qui me semblaient intéressants, c'est Gnawa, parce que la ville était une expérience à elle-même. Donc quand on va à Gnawa, on va pas que pour voir des Gnaouis, on va pour l'expérience. On arrive, on est habillé différemment quand on va à Gnawa. On a un état d'esprit qui est différent quand tu vas à Gnawa. Tanjaz avait un côté hyper festif, sympa, on retrouvait des amis, on avait plein d'ambiance, il n'y avait aucune prétention artistique, façon de parler, c'est-à-dire que vous pouvez aller de musiciens de blues, jazz, rock, dans différents espaces, et cette diversité était hyper intéressante, et il y avait ce village, façon de parler, au milieu. Et dernièrement, les festivals électro ont compris cette notion d'expérientiel qui est très important, avec une exigence très élevée pour le festival Oasis, le festival Moga, qui ont compris ces logiques-là. Et donc, dans les autres festivals, je me retrouvais moins, on va dire. Et en quoi consiste le travail, le vôtre en réalité? Parce qu'on en parlait juste avant le début de cet entretien, sur le ton de la rigolade, on vous disait, bon, une fois que vous avez organisé et monté le festival Jazzablanca en l'occurrence, vous faites quoi le reste de l'année? Est-ce que vous êtes en vacances? Et vous me disiez justement que c'est à l'opposé de ce qu'on peut penser. Toute l'année. Ouais. Toute l'année, on Alors, en quoi pas. consiste votre métier concrètement? Qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année? C'est ce que j'ai expliqué, c'est qu'on ne fait pas que de l'artistique. On a la partie financement, il va falloir
investir sur des artistes avec notre philosophie, c'est d'augmenter nos budgets d'année en année pour pouvoir arriver un jour à ce line-up international de Montreux. Donc c'était ça la vision, c'est comment on fait pour passer de Jazzablanca, qui est dans une série de concerts au Megarama, à un festival qui est apprécié par les Casablancais, qui peut faire rayonner, et où on a une exigence de production, d'organisation qui est au standard international. Donc notre logique, ça a été de rajouter puzzle par puzzle, de monter marche par marche pour arriver à ça. Donc il faut structurer les sponsors, leur expliquer l'intérêt. Un sponsor pour moi, c'est pas juste un logo et merci à l'année prochaine, c'est améliorer l'expérience des festivaliers. Donc on a plein de problèmes. On a des pain points, comme on les appelle, et chaque sponsor essaie de participer à enlever un pain point. Les files d'attente sont trop longues, on va vous mettre un fast track spécialisé pour un sponsor. Les files d'attente sont trop longues au restaurant, vous pouvez créer un restaurant dédié à un certain nombre de clients. Chaque point de frustration, on va essayer de l'améliorer avec un partenaire. Donc on va lui vendre une expérience qui va lui-même partager au festivalier. Donc il fallait expliquer ça aux sponsors qu'on voulait pas juste un logo, on voulait une implication. Puis on a essayé de convaincre le public, parce que c'est quand même la base du festival, c'est d'avoir des publics. Donc on a essayé de catégoriser pour avoir des gens qui puissent payer différentes choses, pour avoir un certain équilibre. Et ensuite, il faut améliorer les scènes. Je vois les premières scènes qu'on a faites à Jazzablanca, je me disais, mais on pouvait faire que ça. Avec les budgets qu'on avait. La première année, on a perdu tellement d'argent et avec ça, on était ridicule. Mais c'était nécessaire. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des gens qui ont cru aussi dans l'entrepreneur en leur disant, bon, l'année prochaine, si vous signez, voilà ce qu'on va améliorer. Et ce qu'on a dit, on l'a tenu. Donc, ça se prépare. Donc, ça veut dire que je dois penser des flux pour que l'expérience soit la plus fluide possible pour les gens, leur dire comment vous allez pouvoir manger, boire, assister au concert, passer à un autre concert. Tous ces éléments-là, c'est de la scénographie. Donc, on travaille avec des scénographes, on travaille sur la com. Donc, il faut avoir une image qui donne envie et qui raconte un peu notre histoire. Garder l'ADN du festival. Donc, il faut travailler avec tout un tas de métiers de la communication. Donc tout ça, ça s'improvise pas. On a la sécurité, on n'avait pas de gens spécialisés dans les flux, les foules, les masses qui se déplacent. Donc il y a de la sécurité rapprochée, il y a de la sécurité à distance, il y a de l'antiterrorisme, il faut vérifier tout ça. Donc c'est plein de métiers dans une entreprise culturelle. Donc pour répondre à ma question clairement, non, vous n'êtes pas en vacances tout le reste de l'année et tout ce que vous êtes en train de nous raconter, ça se prépare en amont sur l'ensemble de l'année. Ce qui est bien, c'est que vous avez déjà commencé à entamer la deuxième chapitre de cet entretien et ça tombe bien, vous avez parlé de sponsors de budget, on va parler argent et on va prendre comme exemple Jazzablanca qui est sans aucun doute le festival, en tout cas de ceux que vous dirigez, le plus en vue. Alors si on prend par exemple justement le festival Jazzablanca, en 2026, on parle d'une édition sur 10 jours, avec une cinquantaine d'artistes, 2 grands sites, 4 concerts par soir à Enfa Park. C'est votre La Clément, si j'ai bien compris. Et c'est une machine relativement lourde, mais des questions très basiques, parce que ça m'intéresse de savoir comment on monte un festival de renommée internationale de A à Z. Et je pense que les gens se posent aussi ces questions. Peut-être que ça va susciter des vocations chez certains. Comment on fait pour... Oui, on l'espère. Comment on fait pour convaincre, par exemple, cette année on a Robbie Williams, Scorpions, de venir à Casablanca? Qu'est-ce qui prime? C'est le cachet avant tout? Et on va parler d'argent, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur des cachets des artistes que vous ramenez? Est-ce que c'est le cachet, l'image du festival, l'image du pays peut-être? Comment ça marche? Comment vous faites pour les convaincre? Vous avez tout à fait raison, c'est tout ça en même temps. Donner un ordre d'idée, le budget artistique du festival entre la première édition, je l'ai récupéré en 2013, et maintenant, il a été multiplié par 30. C'est une manière polie de ne pas nous donner un chiffre, mais je vais insister, je veux un chiffre. Et le prix des billets a été augmenté de 10%. Ouais. Donc aujourd'hui, quand on a cette exigence d'aller toujours plus loin, on ne peut pas le faire seul. On doit le faire avec ce qu'on a créé, parce qu'il va falloir vendre à un artiste le festival, donc on va lui envoyer une belle vidéo de ce qu'on fait,
Donc aujourd'hui, quand vous avez le décor de Casablanca avec les tours derrière, le parc, l'atmosphère et le niveau de production, et que vous avez eu Black Eyed Peas et Macklemore l'année d'avant, ils sont rassurés sur le niveau de production, qu'on est capable de délivrer un show à la hauteur de leurs exigences, parce que les catalogues de stars mondiales, on vous les ouvre pas comme ça du jour au lendemain, vous payez, vous venez. On doit être sûr qu'on va bien les traiter, qu'ils vont avoir une qualité de production et un public qui va être là. Parce que tu lui dis, il joue dans des stades et tu lui dis, il y aura 5000 personnes, il va pas venir. Donc, tu dois adapter aussi à la jauge de chacun. Et évidemment, le facteur Maroc est important, mais il y a surtout le routing qui est important. C'est-à-dire que s'il joue la veille à New York et que tu lui demandes de jouer, il va pas venir. Donc, s'il est en tournée internationale outre-Atlantique, donc il y a tellement de contraintes, mais ce qu'il y a d'essentiel, c'est ton capital marque. Est-ce qu'il est suffisamment fort pour donner envie à l'artiste de venir? Ou alors, c'est ce qu'ont fait certains festivals qui viennent de démarrer dans le monde et qui alignent des zéros derrière des zéros, c'est-à-dire qu'ils veulent acheter des marques qui sont les artistes pour les adosser à un pays, à un festival, pour faire grandir le festival très vite. Donc c'est de l'investissement. D'une certaine façon, vous pouvez acheter des brevets qui vous permettent de faire ça, ou développer petit à petit votre marque. Nous, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé petit à petit la marque pour qu'elle soit suffisamment forte, qu'aujourd'hui, on puisse dire que c'est un festival international. Mais ça se décrète pas. Parce qu'un festival international, ça veut dire aussi public international. Donc pour les convaincre de venir au Maroc, soit il y a le désert, soit il y a les chameaux, soit il y a les tours, mais si là, vous on est dans vendez les clichés, que ça... Là, on est dans les clichés. Mais c'est vraiment ça, le tourisme, c'est aussi beaucoup de clichés. C'est-à-dire que vous allez vendre une expérience aux gens, et cette expérience va leur donner envie. Donc Casablanca, on vend pas le Maroc traditionnel, on vend le Maroc moderne. Donc nous, notre marque, elle est complètement liée à la ville de Casablanca. Quand on met cette image des tours, du parc, des gens qui vivent d'une certaine façon à l'européenne, eh ben on vend un rêve. Est-ce que ce rêve va toucher que des Marocains ou va commencer à rayonner à l'international? Et donc tout ça fait qu'on arrive à signer aujourd'hui des artistes internationaux. Tout ça dont le cachet. Et la question vous a été posée par Aziz juste avant le début de cet entretien. Alors je comprends que vous ne vouliez pas ou que vous ne pouviez pas dévoiler les cachets des artistes, mais on aimerait bien avoir une idée, grandeur des cachets que perçoivent aujourd'hui des artistes de renommée internationale pour venir se produire au Maroc. Est-ce qu'il y a des différences énormes entre tel ou tel artiste? Est-ce qu'il y a aux États-Unis, en NBA, il y a ce qu'on appelle le salary cap. Est-ce que vous avez un salary cap au niveau du festival? Oui, évidemment, on est entrepreneur, donc on doit veiller à la cohérence de l'ensemble. Donc forcément, on vient pas et on dit, bon ben... ça serait tellement génial de pouvoir dire bon bah voilà les disques que je veux, j'ai budget illimité et on s'éclate. Non, évidemment c'est une négociation. On a surtout un budget estimatif parce que on ne sait pas combien on va signer de sponsors, on ne sait pas combien de publics vont venir. Vous avez dit que le budget il a été multiplié par 30, mais on n'a pas un chiffre. Hein. On aimerait bien en avoir un, juste pour avoir une idée de grandeur. Est-ce que c'est des centaines de milliers de dirhams? C'est des millions de dirhams? Non, mais honnêtement, si vous voulez avoir le budget artistique, je peux vous le donner, mais il n'a aucune valeur. C'est ce que je dis, c'est que un artiste pouvait le signer dans 2 festivals, un va le payer $500 000 et un va le payer $2 millions, à une semaine d'écart. Et qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le routing. S'il peut faire 3 dates d'affilée à $500 000, eh ben, il va prendre 3 cachets à $500 000. S'il vient au Maroc, il a une date annulée qu'il peut pas encaisser, une autre date qu'il pourra pas encaisser parce qu'il va venir, il va dormir ici, il va redormir quand il va arriver là-bas. Il fonctionne comme une entreprise. Donc lui, il a un certain volume à faire. Donc si je te dis ça coûte $100 000 et tu as les coûts de production aussi. Donc il y a des artistes qui nous imposent d'avoir des écrans de fou, de la pyrotechnie. Donc le coût du cachet n'est pas le seul indicateur. Par exemple, on a regardé des artistes pour les faire dans les stades, parce qu'on rêve de faire dans les stades. On avait des cachets à 2-3 millions de dollars, mais le coût de la production était de 2-3 millions de dollars aussi. Ah ouais. C'est-à-dire avec les écrans, le son, la lumière, la pyrotechnie. Et des fois, c'est plus cher que le cachet de l'artiste. Donc, c'est pas le seul paramètre, le cachet de l'artiste. Mais pour te donner un ordre d'idée, le budget du festival, c'était 4 millions de dirhams, et on a perdu 3 millions de dirhams la première année. Cette année, on est à quasiment 100 millions de dirhams de budget du festival. D'accord.
Est-ce qu'aujourd'hui... Et l'artistique, c'était à peu près 2 millions de dirhams, multiplié par 30. Donc, Au départ, le festival n'était pas rentable. Aujourd'hui, est-ce que financièrement, le festival est autonome, ne serait-ce que financièrement? alors, ce que je peux vous dire, c'est que l'année dernière, il était rentable. Est-ce que cette année, il va l'être? J'en sais rien. on Ça va espère. après tel à la fin. Est-ce que quand on a signé, tout ce qu'on avait, c'était 3 partenaires qui signent pour 20-25% du budget estimatif de l'année suivante. Le budget de l'année dernière, on l'a multiplié par... on était à 60 et quelques l'année dernière, et cette année, on va être à 100. Donc nous, on prend le risque de se dire, bon, ben, l'année dernière, on nous a donné tant de sponsoring, on espère faire aussi bien, si ce n'est mieux, et on espère que le public, vu le niveau d'engagement et d'investissement qu'on fait, vont suivre. Donc c'est de l'anticipation totale, et on a 10 jours pour arriver à cet objectif-là. Enfin, toute l'année de préparation, et 10 jours pour être sûr qu'on va atteindre ça. Donc globalement, c'est un pari annuel dont on réduit le risque par le financement de nos partenaires et sponsors, et par la marque, qui fait que les gens vont croire dans notre potentiel à les faire rêver. Aziz? Alors, Moulay Ahmed, je m'intéresse un peu au festival, beaucoup au festival de Souera, parce que bon, j'en ai parlé, vous en avez parlé tout à l'heure, on fait une immersion dans cette ville de Souera, on fait une immersion assez particulière, et donc je me suis un peu intéressé aux autres festivals, sans y aller forcément, mais en m'intéressant un peu à ce qui se passe. Or, quand on voit le festival, on se rend compte de quoi? On s'aperçoit que finalement, les conséquences de ce festival reviennent, les atouts le bienfait de ce festival reviennent sur la ville, reviennent sur le pays d'une manière générale. Or, là, en parlant, vous avez cité la culture, l'éducation, le tourisme, l'intérieur, la politique de la ville, les territoires. Donc, ce sont les départements gouvernementaux, ministériels qui sont intéressés et qui sont concernés par ça. D'un autre côté, le territoire, la ville ou la région, dans son activité, c'est aussi promouvoir le divertissement, c'est promouvoir le temps libre et de favoriser le temps libre de la population. C'est ce que vous faites en tant que privé. La question, vous la voyez venir, quelle aide attendre ou quel soutien attendre de l'État directement ou indirectement, en dehors de ce qu'ils font de régalien, c'est-à-dire l'antiterrorisme, c'est-à-dire la fluidification des voies de circulation, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Des dérogations fiscales, des apports, une organisation au niveau des sponsors. Et dans cette question, il y a une sous-question. Je crois que Sa Majesté avait parlé il y a quelques années d'un fonds de soutien au festival. Où il en est et où est-ce que ça en est? Et je vais rajouter une autre sous-question, puisqu'effectivement, on peut se poser la question légitimement. Pourquoi un festival qui est monté par des fonds privés, qui est un festival privé et donc qui est monté grâce à des sponsors privés, fait des scènes gratuites ouvertes au public qui nécessiteraient logiquement une forme d'aide publique pour l'organisation? Alors, je vous parlais d'associations, entreprises. En fait, il y a un troisième modèle, c'est des villes qui portent des festivals. En Europe, il y en a plein. Jazine Marciac, c'est le président de la région, de la ville, qui est un petit village de 500 personnes, qui accueille 250 000 personnes chaque édition, chaque été. Qui est un super festival de jazz. Et toute la ville, c'est un peu le modèle de Gnawa, c'est toute la ville et devient un festival. Le terrain de rugby, c'est la scène principale. La mairie, c'est la scène publique gratuite. Il y a plein de petites scènes à l'intérieur. C'est Gnawa. La seule différence, c'est que c'est porté par... alors, je sais pas comment on appelle, entrepreneuse culturelle, mais c'est une association, donc entrepreneuse culturelle, on va dire Neila qui porte le festival. Et la ville regarde d'une certaine façon en disant bon bah c'est génial, on a une entrepreneuse culturelle qui anime la ville, c'est tout bénef pour nous. Malheureusement, je sais pas c'est quoi la bonne solution, mais globalement c'est clairement ça devrait être soutenu. Clairement, ça veut devrait dire être que ça ne soutenu. l'est pas. Enfin, en tout cas, beaucoup Mais ça, plus vous l'avez soutenu. déjà dit, ça vous l'avez déjà dit, effectivement, et on comprend la C'est un logique. autre modèle, c'est Oui. un autre modèle, c'est une autre logique, parce que quand vous avez une scène publique qui est le cœur de la ville, ben, vous n'avez pas de billetterie, c'est compliqué à mettre Oui. en place une billetterie. En l'occurrence, vous pouvez pas fermer la place Moulay En Hassan l'occurrence, et mettre pour de la Jazz billetterie. Blanca, vous pensez à la scène qui est montée, mise en place au niveau du parc de la Ligue arabe. Alors, ça c'est autre ça, c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Nous, on a une vocation d'entreprise privée, donc on essaie de trouver un équilibre.
Donc on fait porter une grande partie du chapeau à nos entreprises. Oui, à la billetterie aussi. Une partie sur le public qui va acheter son pass. Et ensuite, il y a une logique de se dire, est-ce qu'on va exclure les gens qui n'ont pas les moyens, et il y en a beaucoup. Non, on a envie de transmettre notre musique à tout le monde. Donc on essaye de convaincre la ville, la région. Malheureusement, on n'a pas réussi. Donc du coup, on a fait porter la première scène publique que j'ai créée, c'était avec la fondation BMCI. Maintenant, c'est porté par Saham. Et chacune de ces banques a compris l'intérêt de ne pas exclure, de ne pas être un festival qui sépare trop. Et trop élitiste. Peut-être trop élitiste, c'est le terme, mais en fait, nous, quand on me dit élitisme, moi je réponds exigeant en général. Ouais. On a mis en place une exigence qui a un prix, qui coûte cher, il faut trouver l'équilibre pour ne pas exclure personne. Moi je vais vous dire ce qu'on dit du festival Casablanca, à tort ou à raison. Moi je pense que c'est à tort justement, mais c'est une image dont le festival a du mal à s'en défaire. C'est le festival des bobos casablancais. Que vous le vouliez ou non, c'est l'image qui prédomine auprès du grand public. Alors justement, ça m'intéresse. Est-ce que... Les bobos casablancais sont aussi des citoyens. Est-ce que vous... Je vois pas où est le problème. C'est ça, c'est... J'ai pas dit qu'il y avait un problème. Est-ce que vous, ça vous pose aucun problème justement? Est-ce que vous l'assumez? Effectivement, c'est un festival monté avec des premiums, monté avec des fonds privés et destiné à un public qui est prêt à acheter ses passes pour assister à des concerts. Mais en fait, est-ce que bobo, c'est avoir du pouvoir d'argent ou avoir du goût? Parce que c'est deux choses différentes. Parce que même si je le faisais gratuit, est-ce que tout le monde viendrait écouter la musique qu'on propose? C'est une vraie question. C'est-à-dire que je suis pas sûr que mettre un artiste jazz sur une scène publique, ça va m'attirer des millions de personnes. On suppose qu'il y a des... C'est aussi une question de goût, d'exigence. Et après, c'est à chaque public, on essaie de proposer un prix différent. Donc, vous allez avoir des entreprises qui vont avoir de l'hospitalité, et qui vont avoir un traitement différent, qui vont payer 10 fois plus cher qu'un festivalier qui va payer son pass. Je rappelle que on a une valeur élevée quand on achète un pass 10 jours, mais si vous le rapportez à un jour, c'est 350 dirhams TTC par jour, Casablanca. Donc, c'est cher dans l'absolu, mais en réalité, c'est pas cher. C'est ça la réalité. Et ensuite, on a la scène publique. Donc, on a 3 publics différents. On a l'élite, on a le peuple, et on a des gens qui ont une certaine esthétique, qui aiment ça et qui peuvent se payer le billet, effectivement. Donc, mais nous, ce qu'on cherche à faire, c'est surtout un festival exigeant. Je cherche pas à être élitiste, c'est pas du tout ni mon ADN. En tout cas, au niveau de... Non, mais moi, je vous dis ce que j'entends à droite et à gauche. Hein, c'est pas un jugement de valeur, et je trouve même que qu'on vous fait un mauvais procès, parce qu'effectivement, rien ne vous oblige de monter une scène gratuite pour offrir des concerts au plus grand nombre. Là, quand on le fait dans le parc de la Ligue arabe, j'habite à 5 minutes du parc de la Ligue arabe. L'année dernière, mes filles ne viennent pas tous les jours à Enfa Park. Elles sont allées se balader, elles sont tombées sur la scène publique. Elles me disent j'ai vu un super concert au parc de la Ligue arabe. Apparemment, elles ont même pas vu qu'il y avait écrit Casablanca. Mais c'est une réalité, c'est mes filles qui m'ont fait ce retour. Donc moi, en tant que papa, je suis content que mes filles découvrent de la musique. Oui. Je suis content d'offrir ça à un passant qui va découvrir le jazz pour la première fois, ou qui va découvrir une Soukaina Fahsi qui est super intéressante sur cette scène. Et donc, du coup, si les gens, ça leur fait plaisir de dire qu'on est élitiste, je peux pas leur enlever. Vous avez pardon. Oui. On essentialise dans ce pays le boulevard, c'est pour les satanistes ou un truc comme ça. Ça, c'est toi qui le dis. Regarde les commentaires qui se font, regarde les commentaires quand il y a le boulevard. Tous les gens, qu'est-ce que ça veut dire? Notre jeunesse, c'est ses goûts. C'est-à-dire qu'on les appelle comme on veut. Un Thomas, c'est les bobos. C'est la bourgeoisie de Casa et de Rabat. Parce qu'il n'y a pas assez il y a pas assez d'événements. Parce que quand il y en a 4 ou 5, c'est facile de mettre les lumières dessus et de dire voilà, ceux-là sont comme ça, ceux-là sont comme ça, ceux-là sont comme ça. Il y a pas assez d'ancrage de l'habitude aussi. Si tu avais des concerts toutes les semaines dans tous les quartiers de Casa, tu aurais des jeunes qui écouteraient du rap, des jeunes qui écouteraient du rock, des gens qui écouteraient de l'électro, il y en a qui écouteraient de tarab, il y en a qui écouteraient je sais pas ce qu'ils aiment écouter. Tout à fait. C'est ça, c'est la politique de la ville
culturelle, c'est ça le maillon faible. Quand- C'est pas non. Quand je vous ai un petit peu titillé sur le côté élitiste du festival, vous avez insisté sur un terme, c'est l'exigence qui compte pour vous, c'est l'exigence au niveau de la production et de la programmation. Et c'est Et de l'expérience. Et de l'expérience. Et c'est une réalité, surtout depuis l'installation définitive du festival Jazzablanca en l'occurrence, au niveau de Enfa Park. Pourquoi, selon vous, ce passage à Enfa Park, vous disiez tout à l'heure que c'est votre lac Léman à vous au niveau de Casablanca, en quoi cet endroit est déterminant, prépondérant dans la réussite de l'événement et dans le rayonnement qu'il a aujourd'hui, selon vous? En fait, j'ai remarqué qu'on avait des cycles de 7 ans. 7 ans, 7 ans au Mégarama, 7 ans à l'Hippodrome. Et bon, maintenant, on est sur 2022, 2023, 2024, 2025. 4 ans, 5 ans, bientôt Enfa Park. Et à chaque étape, il y a eu une amélioration de l'expérience festivalière. Là, je me rappelle, en 2013, quand je suis arrivé, j'ai créé une petite tente cristal avec un groupe de jazz, c'était l'espace VIP. 100 mètres carrés, un jazzman polonais, les gens n'osaient même pas rentrer. La tente était très moche parce qu'on n'avait pas les moyens de mettre une tente cristal vraiment transparente. Le village, on avait mis un stand parce qu'on savait pas trop comment ça fonctionnait. On a appris au fur et à mesure les flux, la gestion, la restauration, comment ça marche, comment les gens réagissent. Et petit à petit, on a travaillé à grandir et à améliorer cette expérience. Donc, à chaque étape, on avait plus de moyens. Donc, on a pu rêver plus grand et amener les gens dans une nouvelle expérience. Et le passage à Enfa Park a accéléré ça. Quand on allait en Enfa Park, l'idée c'était de dire bon bah on est sur un espace qui est 18 fois plus grand que l'hippodrome. Donc comment on fait pour il va falloir remplir. Comment on fait pour remplir ça, remplir de gens et que l'expérience soit à la hauteur du parc. Avec l'ambition des tours, de faire rayonner Casablanca. Donc premier réflexe, c'est se dire il va falloir aller chercher des artistes d'un autre niveau. Comment on fait? On repense tout le modèle économique, on refait des choses, et chaque année on prend des risques. Le passage de 2024 à 2025, passer de 3 jours à 10 jours, multiplier le budget par 3 sur une édition, c'est un risque énorme. Donc c'est aussi ça l'entrepreneuriat culturel, c'est d'être capable d'assumer ces risques et de les délivrer. Que ça a été ça l'énorme. Ce qui nous fait passer aujourd'hui, vous dites que c'est un festival international, c'est parce que justement on a pu... C'est le cas, quand on voit le line-up des artistes présents, on ne peut pas le décrire autrement, c'est une réalité. Après bon, Jazzablanca c'est un festival parmi tant d'autres. Tant que j'ai pas 10-15% d'internationaux, donc ça c'est mon futur challenge. D'accord. C'est quoi le futur challenge? C'est d'avoir un minimum de 15, 20, 25% d'internationaux qui viennent chaque année à Jazzablanca. Bien sûr. D'accord. Jazzablanca, c'est un festival parmi tant d'autres. Et maintenant, j'aimerais qu'on aborde avec vous l'industrie culturelle au Maroc. Est-ce qu'on peut véritablement parler d'une industrie culturelle avec un business model, un modèle économique rentable, aussi bien pour les directeurs producteurs de festivals et de concerts que pour les artistes eux-mêmes, ou est-ce qu'on est encore dans le système D? J'allais dire qu'on est au tout début. On est vraiment... on a un talent incroyable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la nouvelle scène rap qui se développe est extrêmement talentueuse, avec très peu de moyens. Vous prêchez un convaincu et un consommateur de rap marocain depuis plusieurs années. On a la scène fusion. Je parlais de moi. On a la scène fusion qui s'est un peu essoufflée parce que c'est très lourd en production, en répétition, et on n'a pas de salle en face. Donc ces jeunes-là vivent essentiellement du streaming. Ouais. Le streaming paye très mal. Très mal, ouais, encore plus. Ce qui paye le mieux, c'est le live. Donc aujourd'hui, pour que cette industrie existe, il faut des labels, des managers pour encadrer, développer, améliorer les prestations live des artistes qui ont démarré chez eux avec très peu de moyens. Passer à un modèle économique viable, ils ont besoin d'encadrement,
mais surtout de salles. Donc tout à l'heure, vous me disiez, c'est quoi le rôle du public? Le public a un rôle pour moi, d'organiser cette industrie qui est en train d'émerger, qui pousse. C'est de lui donner un cadre, de la sécurité, de l'aide à la création, de l'infrastructure. Aujourd'hui, l'entreprise culturelle n'existe pas. Le statut d'entreprise culturelle n'existe pas. Donc aujourd'hui, vous êtes dans la communication d'une manière générale, l'événementiel ou autre chose. Donc 7PM est considéré comme une agence de com, d'événementiel? Mon premier statut, j'étais aussi topographe. Et dans les statuts, Ah il y oui. avait traiteur, organisateur de séminaires et topographe. Pourquoi ils ont rajouté ça là-dedans? Le statut, il est en débat depuis quelques temps, mais il n'a toujours pas été encadré Pourquoi c'est important pour vous d'avoir justement ce statut d'entreprise culturelle? Ça changerait quoi? Parce que dans le mindset, quand tu es dans une entreprise, tu es obligé de t'organiser. Tu es obligé de faire durer, d'avoir une gestion comptable, d'avoir une structure pour pouvoir évoluer. Donc l'entreprise culturelle, même la fiscalité, on peut la choisir. C'est-à-dire que si on décide de dire que les entreprises culturelles peuvent être sponsorisées ou financées par des entreprises privées et qu'elles aient un avantage, aujourd'hui, comment tu flèches ça au niveau des impôts? Ben, tu peux l'envoyer à Aziz qui va être journaliste mais qui a organisé un événement et donc du coup Aziz est passé du statut d'auto-entrepreneur, façon de parler, au statut d'entreprise culturelle, mais il faut le flécher. Il faut pouvoir le flécher pour pouvoir orienter des aides et de l'accompagnement. Donc, et cette différenciation va nous permettre, d'accompagner les artistes, d'accompagner l'infrastructure, et les règles vont nous permettre d'avoir plus de sécurité. S'il y a de la sécurité, eh ben, les gens vont venir au festival, au concert. Et après, il y a l'économie qu'il faut créer parce qu'on n'a pas le pouvoir d'achat pour remplir les salles à 500 dirhams. Donc, il va falloir créer des salles où on puisse avoir un modèle qui tient à 50 dirhams, à 100 dirhams, et des salles à 300, et des salles à 500, et différentes tailles. C'est vrai que pour créer cette économie. C'est vrai que l'industrie culturelle au Maroc, elle est encore embryonnaire, surtout si on se compare par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Vous avez dit que globalement, les artistes, notamment locaux, et surtout locaux, sont très peu rémunérés grâce à leur travail via les plateformes et que l'essentiel de leurs revenus proviennent du live et des concerts réels. Ce que vous faites entre autres. Moi, j'ai une question. Le Maroc se développe avec des infrastructures, je pense notamment au stade de foot, à des standards internationaux. Est-ce que ce ne serait pas justement une bonne piste pour développer davantage cette industrie culturelle, d'utiliser, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est votre ambition, si j'ai bien compris, c'est de produire des événements culturels, des festivals, des concerts quand je vois par exemple le stade de Rabat, le nouveau stade, Moulay Abdallah, c'est une merveille ce stade. Et il se prête, je trouve, à ce type d'événements culturels et de concerts. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que les nouveaux stades ont été pensés pour ça. Pour organiser à la fois des matchs de foot, mais aussi autre chose. Dans cette autre chose, il y a des concerts. Donc ça, c'est la volonté. Maintenant, il y a une organisation globale pour que ça puisse se faire. À qui on parle pour réserver un stade? Comment on est sûr que la logistique autour va être bien gérée? Parce qu'il faut collaborer avec l'intérieur sur ces histoires de flux, d'accompagnement du public. Donc quand il y a un match de foot, c'est normal. Il y a toutes les forces de l'ordre qui sont là. Maintenant, quand vous voulez organiser un concert, ça s'anticipe. Bad Bunny, je donne un exemple, souvent on voulait le faire. Comme on n'était pas encore sûr des dates de mise en travaux, des chantiers, etc., bon, on a dit on va attendre d'avoir plus de visibilité, mais je sais qu'il y a la volonté. Maintenant, ça demande de la logistique et de la réflexion et un cadre pour pouvoir le faire. Et de la technologie, parce que aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas le marché pour faire organiser des stades tout le temps. Parce que 50, 60 000 personnes qui achètent un billet. Il n'y a aucun festival qui fait ça aujourd'hui. Ouais. C'est une logistique donc ça veut dire qu'on doit travailler sur des salles à 2000, 5000, 10 000, habituer les gens à consommer la culture.
Et donc, pour que demain, cette industrie puisse aller dans des stades. Est-ce que c'est demain ou dans 5 ans? Je ne sais pas, mais en tout cas, on y arrivera. Je suis sûr qu'on y arrivera. Et l'idéal, ça serait de commencer à un stade avec un artiste marocain, Grande Toto, qui ouvre un stade de premier concert depuis 20 ans, parce que le dernier, je crois que c'était Rihanna à Casa en 2007, quelque chose comme ça. Donc si on arrive à la fois ouvrir les stades et qu'en plus ce soit avec des artistes marocains, et ben là on pourra parler d'industrie culturelle. Aziz, le mot de la fin pour conclure. Oui, un ensemble de remarques. Oui, enfin, quand je pense aux chanteurs, aux jeunes chanteurs, on a quand l'IA فاش كانوا تيقول لك كوايري était une insulte. كوايري هذاك كوايري زوفري كوايري à Marrakech disait ça. Bon, maintenant tous les papas, toutes les mamans veulent que leurs enfants soient des hakimi, soit des ou autres. Je m'avancerai pas sur ce terrain à côté de Adil. Bien. Maintenant, quand on voit l'entreprise culturelle que vous faites, tu as parlé de Neila, mais il y en a d'autres qui font. C'est pas vraiment une entreprise culturelle parce que c'est une association. Je me dis, encore une fois, je reviens à cette question d'aide publique. Pourquoi je parle de l'aide publique? Parce que nous avons les hôteliers, par exemple. Nous avons des promoteurs immobiliers, par exemple. Nous avons les exportateurs ou les nouveaux métiers comme l'aéronautique, par exemple, où c'est structuré, c'est fédéré d'une certaine manière par les services publics, par le ministère de tutelle. Là, on voit qu'il y a une accélération du privé par rapport au public. Et la preuve à Adil, c'est qu'on est maintenant en pré-campagne électorale et rares sont les partis qui développent véritablement un programme culturel, un programme d'industrie culturelle, d'industrie créative, comme tu en parlais il y a un instant. Je ne sais pas si c'est pas le moment maintenant d'initier, parce que il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui font des associations, d'autres, il y a la culture festivalière commence à s'implanter dans l'esprit des gens, dans le cœur des gens aussi. Les artistes, la nouvelle scène, tu en as parlé et tu as raison, il y en a de plus en plus, pour tous les goûts. Le boulevard, Gnawa, musique sacrée, Mawazine, tout. Il y a peut-être maintenant un besoin de sensibiliser les décideurs politiques, les décideurs publics, qu'il y a quelque chose à faire parce que finalement, ça participe du rayonnement du Maroc d'une manière générale. Et la proximité du Maroc avec l'Europe doit aussi servir à quelque chose. Tu as parlé de Rihanna, tu as parlé d'un certain nombre de personnes. Bon, ben, quand les Français ou les Espagnols vont à Montreux, ils peuvent tout aussi bien venir à Ben Slimane. Et donc, il y a une politique qui doit être faite là-dessus, et c'est peut-être vous qui devez en être l'initiateur. Nous, on pousse, c'est sûr qu'on pousse et on a envie de faire ça, mais comment on fait pour coordonner le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur en tant que privé? C'est compliqué. Mais ça veut dire que c'est un vrai pôle à part entière qui doit émerger sur cette coordination entre trois pôles, même, j'allais dire, l'équipement, quand vous construisez des stades et des infrastructures culturelles, la logistique, vous avez des trains, des TGV sur lesquels on est en train d'investir et qui vont desservir des villes, et donc ça va créer, c'est toute une économie qui est liée. On est qu'un secteur qui touche plein de secteurs. Quand vous sortez, quand vous allez en concert, en général, vous arrêtez de dîner quelque part, vous prenez un taxi ou un transport en commun. Il y a des gens qui viennent d'autres villes qui utilisent l'hôtellerie. On fait rayonner, j'espère, tous ensemble, le Maroc moderne, ouvert. Et donc, on a un impact aussi sur la marque Maroc. Donc on participe à l'augmentation du PIB par la culture, d'une manière générale. Donc, tous ces Made in Morocco, ça passe par notre culture générale. Et donc, du coup, c'est une volonté qui doit être forte du prochain chef de gouvernement de vouloir pas remettre tout sur le ministre de la Culture, mais sur l'ensemble de cet écosystème. Et que les villes aussi, parce que les budgets des villes, il y a un budget culture. Mais le budget culture, hop, ouais. Ça c'est c'est la magie du direct. Et dans les villes, on a un budget culture qui est mélangé à sport et association. Ouais. Donc vous n'aurez jamais de budget culturel qui sera dédié à la culture. Puisqu'il sera toujours pris par le sport en priorité, les associations, parce que c'est important d'encourager le secteur associatif, et donc la culture se retrouve toujours dans la dernière roue du carrosse, dans ce budget-là. Donc le temps qu'on n'aura pas séparé cette ligne
et en faire une volonté réelle d'animation, de développement, de création de jeunes talents, tellement de lignes à créer que c'est une volonté politique forte qu'il faut réintégrer. Eh bien, nous allons conclure là-dessus. Merci beaucoup, Simon Ahmed Al-Alami, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir échangé avec nous, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je sais que vous êtes un peu titillé sur les questions liées à comment on monte financièrement un festival, sur la question des budgets, des cachets, mais c'est des questions, je pense, que les uns et les autres se posent, et c'est tout naturellement que je vous ai posé ces questions. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère sincèrement que le festival va continuer avec le même degré d'exigence, parce que c'est effectivement aussi une certaine manière de faire rayonner et Casablanca et le Maroc moderne, parce que vous avez dit qu'il y a les clichés qui font partie parfois de l'imaginaire collectif des uns et des autres, et puis il y a aussi un autre narratif à installer. Le Maroc, ce n'est pas que le désert, les chameaux, etc. Et c'est aussi des festivals de renommée internationale. Ouais. Atay aussi, oui, j'ai oublié Atay. Merci en tout cas, Simon Ahmed Al-Alami. J'espère sincèrement que cette édition du Casablanca sera à la hauteur des précédentes. En tout cas, nous avons été ravis de vous accueillir et d'échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt sur Média 24. Parce que c'est pas, mon petit doigt me dit que c'est ni la première ni la dernière intervention. En tout cas, merci aussi, vous faites du bien au paysage médiatique marocain. Ouais, merci. Merci à vous. Merci. Nous, on reste ensemble pour la suite du 12-13 sur Média 24. Juste après la pause, on retrouvera Aziz Bousta pour la chronique hebdomadaire. À tout de suite. Suite et fin du 12-13 de Média 24, et chaque semaine, vous le savez maintenant, on retrouve Aziz Bousta en fin d'émission et son œil politiquement aiguisé pour décrypter un fait d'actualité. C'est l'heure de l'œil de Aziz Bousta. Alors Aziz, cette semaine, ton œil se pose sur les tensions déjà visibles entre certains membres de la majorité gouvernementale. Et le moins que l'on puisse dire à Aziz, c'est que les couteaux sont déjà aiguisés alors que 6 mois nous séparent quand même des prochaines législatives. Qui a dit à Aziz que la majorité gouvernementale ne va pas très bien en ce moment? On le dit, hein. Oui. Eh ben, pratiquement tous ceux qui s'intéressent encore aux faits politiques dans le royaume du Maroc. Et pourquoi il irait pas très bien cette majorité? Parce que comme le dit un dicton bien de chez nous, que tu connais très bien, Mil khima kharj mail. Et c'est exactement le cas. Quelle personne sensée? Personne censée, pas informée, censée, aurait raisonnablement prédit une aussi large victoire du RNI en septembre 2021. Et qui eût dit que ces deux suivants immédiats, PAM et Istiqlal, allaient autant creuser l'écart avec leurs lointains poursuivants? Qui aurait pu imaginer ça? Nous sommes en août 2021, ça aurait été compliqué. Alors, bon, une fois que les résultats sont sortis, la majorité était toute faite, fatalement. Le premier, et c'est deux dauphins. Des dauphins avec des âmes de requins, mais des requins qui se sont mis en diète quelques années avant que l'appétit ne leur revienne. Le problème, c'est qu'en revenant, l'appétit requiert des dents bien acérées ou des crocs bien pointus. Mais après quelques années aux affaires, le matériel s'est érodé, s'est émoustillé. On ne mord plus comme avant, mais on se morfond face aux réalités qui s'imposent. Et quelles sont ces réalités, justement, Aziz? Que se passe-t-il au sein de cette majorité? Parce que tu sembles nous dire qu'il y a de la tension entre certains membres de cette majorité gouvernementale. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette majorité, Adil? Rien. Justement, rien. Rien dans le sens de la nécessaire solidarité gouvernementale qu'on retrouve sous d'autres cieux où la démocratie, contrairement à chez nous, n'est plus en transition. Est-ce que tu pourrais me citer, Adil, un cas de solidarité entre ministres de partis différents dans le gouvernement Akhnouch? Est-ce que tu peux m'en citer un seul, à part peut-être quelques clichés numériques de fades réunions de la majorité, où l'on déroule en guise de conclusion les vœux les plus optimistes des manuels de droit constitutionnel, on fera. Donc la solidarité. Alors, qu'on se rappelle, pour ne pas remonter trop loin, de cette question de viande. C'était en début d'année dernière, les majoritaires, c'est-à-dire les partis de la majorité. On en parlait la semaine dernière avec Riyad Mzour. Ah ben, Riyad Mzour, dans la chronique. Alors, les partis de la majorité avaient expliqué l'inexplicable et ils avaient tenté de justifier l'injustifiable. Et pourtant, la question était simple. Comment, après les efforts consentis par l'État pour soutenir le volume du cheptel et les prix des viandes, il n'y avait plus de cheptel et que les prix des viandes se soient autant envolés? Et chacun de la majorité était allé de ses explications. Les dérogations douanières, les fiscales, les subventions versées et manque à gagner pour l'État,
Il y a du copinage pour les uns et pas de copinage pour les autres. Bref, c'était la cacophonie avec une population énervée qui devait payer le prix à le viande à des prix prohibitifs. Et là, pas de solidarité. Riyad Mzour, j'en parlais, il jette un pavé dans la mare en parlant de 18 spéculateurs connus. Et Baraka, son chef de parti, lui, il jette un tétrapode dans la flaque, un pavé dans la mare, il lance son fameux Taqeullah fil Mgharba. Et pendant ce temps-là, au PAM, on se délectait en silence. C'est-à-dire qu'on laissait le RNI se débrouiller avec cette histoire de viande qui commençait à sentir mauvais à un moment. La seule solidarité relevée dans cette histoire était l'implication de tous ces partis, à ce moment-là, qui avaient accepté une mission d'information censée aller vite. Un an après, on attend toujours. La solidarité, à ce moment-là, devient complicité. Tous savaient, tous savent encore, mais personne ne parle. Alors on fuit, on distille, on persifle et on laisse faire. Et après, après avoir lâché Abdel Fouebi, à juste titre d'ailleurs, pour ces articles assez litigieux, assez problématiques du Code de procédure pénale, des articles qui interdisent de dénoncer des crimes financiers commis par les élus, tu connais. L'Istiqlal et le RNI se sont rués aux abris pour pas défendre l'indéfendable. Personne ne voulait défendre Wahbi pour son code de procédure pénale. Et pour ce pauvre ministre de la Justice, désormais grand incompris parmi les hommes et nullement prophète en son pays, les lâchages se suivent et se ressemblent. Hier, le concours d'admission à l'examen d'accès au métier d'avocat. Aujourd'hui, ce sont les avocats tous unis pour clamer leur nouveau mantra, ni loi, ni Wahbi. Et entre les deux, cette curieuse et triste affaire, tu t'en rappelles, de donation familiale dont Maître Wahbi avait lui-même parlé sans convaincre. Aucun mot gentil, pas d'empathie, pas de solidarité venant des autres partis de la majorité. Avant, c'était d'autres événements qui étaient survenus, qui n'avaient pas actionné cette merveilleuse machine, connue sous le nom de solidarité. Je passe sur les détails, mais à aucun moment, les autres partis, les alliés, n'ont jugé nécessaire de défendre leurs supposés amis. Et donc, il n'y a plus de majorité. Il n'y a plus de majorité. On ne peut pas dire qu'il y a de la majorité, pas plus qu'avant d'ailleurs, quand il n'y en avait déjà pas trop. Aziz Akhnouch, comme il avait fait jadis pour Melmoussa et les enseignants, a déchargé Wahbi de son texte et a décidé de suspendre. Puis la même chose s'est passée avec Mehdi Ben Saïd et son désormais très problématique Conseil national de la presse. Le ministre PAM a été désavoué par son chef en plein conseil de gouvernement. Il a servi de balle dans une partie de ping-pong entre le chef de gouvernement et le secrétaire général du gouvernement. Et ça a conduit Ben Saïd à organiser une grande conférence de presse dans son département, à la même heure que la conférence de presse de Mostafa Beitas qui supposait le faire. Et Mostafa Beitas qui était encore groggy par son réveil brutal de son rêve en couleur où il se voyait président du RNI. Alors, quand deux ministres importants, de deux partis importants du même gouvernement organisent simultanément deux conférences de presse, séparément donc, c'est que le torchon brûle. L'autre problème de la majorité, c'est celui qui en est le principe, le nouveau président, Mohamed Chokri. On l'a reçu tout à l'heure. On l'a reçu tout à l'heure, on en a parlé brièvement. Dans une autre vie politique, pas très ancienne d'ailleurs, on en a parlé, il militait au PAM et briguait justement sa jeunesse, en compétition alors avec Njoua Koukous, actuel numéro 3 du PAM. Alors question, pour mettre un peu la majorité, quelle relation entretiendra aujourd'hui et demain le numéro 1 du parti numéro 1 avec la numéro 3 du parti numéro 2? C'est ça la majorité actuellement. Et ainsi de suite, ça continue. Donc, on va résumer et conclure. Il faut s'accrocher. Au PAM, les chefs sont en compétition pour savoir qui sera les chefs des chefs. Au RNI, personne, à commencer par les RNistes, n'a compris ce qui s'est passé. Tout le monde est décontenancé, stressé, surpassé, terrassé. L'Istiqlal se délecte des déconvenus de ses alliés et attend son heure en position défensive, en très prudente position défensive, battant quand même le sol du pied et piaffant d'impatience. Le RNI ne peut plus prétendre diriger la majorité quand on ne remplace pas facilement Akhnouch et les moyens d'Akhnouch. Mais de facto, le RNI dirige encore aujourd'hui la majorité. De facto, et de jurer plutôt. De facto, on va attendre les prochaines réunions de la majorité pour voir. En fait, nous avons une majorité qui a été conçue comme un directoire d'entreprise. Et donc, quand le chef d'entreprise s'en va, sans véritable remplaçant, c'est tout le directoire, donc la majorité qui cale. On en est là. C'était l'œil de Aziz Bousta. Merci Aziz et à la semaine prochaine pour une autre chronique hebdomadaire. Merci à vous de l'avoir suivi aujourd'hui. On espère sincèrement que le contenu que l'on vous propose dans le 12-13 de Média 24 vous plaît. On espère surtout que vous passez un très bon mois de Ramadan avec l'iqra bu'ajaz alaykoum. Je vous dis très bonne fin de semaine, très bon Ramadan et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.